en fait, avec Bernard Césari, je lui ai plutôt proposé plutôt qu'un seul des rapports de Dorothée Chélier, puisque j'ai trouvé qu'il y en avait d'autres. Il y avait en fait 3 rapports publiés, que c'était peut-être plus intéressant de tout faire ensemble, d'autant qu'il y avait une vraie unité dans ces travaux, puisque c'était des rapports sur 4 missions que Dorothée Chélier avait obtenues des gouverneurs généraux successifs de l'Algérie, donc dans cette période très très compliquée, c'est vraiment la crise algérienne. Donc en fait, elle commence avec une mission de Jules Cambon et elle termine avec Charles Jonard, donc 4 gouverneurs généraux plus tard. Alors, en pas longtemps, en 4 ans. Donc, donc Dorothée Chélier, c'était intéressant parce que finalement, et elle se présente comme telle, c'est une régionale de l'État, elle est née en Algérie, donc de parents évidemment français. Elle se dit algérienne, comme c'est le cas à l'époque des Européens d'Algérie, donc ils se disent algériens. Quand on trouve dans les sources algériens ou dans les textes algériens, c'est pas les musulmans, c'est les Français d'Algérie. Et en fait, donc elle se définit comme algérienne. Elle dit qu'elle parle arabe. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est certainement possible parce que finalement, comme le montre Alain Messaoudi, finalement l'arabe sur son livre sur justement l'arabe, la langue arabe, l'apprentissage de l'arabe. Et en fait, pas mal de Français d'Algérie qui à l'époque l'apprenaient à l'école et le parlaient. Donc il n'y a pas de raison que Dorothée Chélier ne parle pas. Et Dorothée Chélier, c'est intéressant également parce que c'est vraiment la première femme médecin d'Algérie. C'est-à-dire que elle est d'abord, c'est une des premières, donc elle a passé le bac quand même, une femme a passé le bac. Je vous rappelle, la première femme à passer le bac, c'est Julie Victor d'Aubier en 1861, mais enfin, après elle ne s'est quand même pas très nombreuse. Les lycées ouvrent en 1983 pour les filles. Et donc Dorothée Chélier fait partie de cette vraiment première génération de femmes qui commencent à faire des études supérieures. Elle commence comme officier de santé, elle passe donc d'abord l'officiat, et en 1894, donc elle passe son doctorat, donc pas à Alger, puisqu'il y a certes une école de médecine, mais c'est une école supérieure de médecine et de pharmacie. Ça veut dire que les locaux, les habitants d'Algérie colonisée, donc peuvent commencer leurs études de médecine, mais c'est une école, ce n'est pas une faculté, donc elle ne dispense pas de diplôme de doctorat. Donc pour aller jusqu'au doctorat, donc pour devenir médecin, docteur en médecine, il faut aller en France. Donc, en métropole. Et donc elle obtient son doctorat en 1994 à Paris. Et alors, c'est une femme également intéressante parce que elle est également franc-maçonne, et là encore, c'est une première franc-maçonne, puisque la première loge mixte, c'est la loge du droit humain. C'est pas très loin, on voit le bâtiment, c'est dans le 13e arrondissement, la rue Le Breton. Donc c'est pas très loin de la gare d'Austerlitz, donc la loge du droit humain. C'est pas discret, c'est un énorme bâtiment. C'est un peu comme le Grand Orient, rue Cadet, c'est pas discret du tout. Et donc, elle fait partie, son testament, je pense, son testament, c'est le numéro 48, donc c'est vraiment, elle fait partie des premières du droit humain, donc c'est Maria de Rème, une féministe importante de la fin du Second Empire et de la Troisième République, qui en fait fonde cette loge. Et en fait, et donc c'est cette femme, alors sur laquelle on ne connaît pas grand-chose, on sait qu'elle est divorcée, qu'elle est remariée, donc avec un médecin militaire. On sait aussi que à partir de 1910, on ne sait pas trop, elle s'installe à Nice et elle meurt en 1930 à Nice. Elle a un cabinet médical où elle exerce la médecine privée. Voilà. C'est un peu la biographie express. Je dis express, mais en même temps, on ne connaît pas grand-chose d'elle, quand je vais sur les chercher. Donc, donc Dorothée Chélier, en 1895, se fait donc octroyer, donc jeune médecin. Alors, elle a un peu plus d'heures de vol derrière, parce qu'elle a quand même exercé comme officier de santé, mais donc jeune médecin, finalement, elle a une trentaine d'années, elle obtient une mission de la part de Jules Cambon.
Jules Cambon, qui est alors gouverneur général et qui finalement, alors c'est éventuellement parler plus tard, mais quand même, je sais bien que vous l'avez un peu en tête cette carte, la conquête de l'Algérie, et puis donc en vert finalement, ce sur quoi j'ai plutôt parlé, parce que après la médecine de désert, c'est pas tellement ce sur quoi je me suis intéressée, sur quoi je me suis intéressée. Et donc en fait, elle obtient une mission de Jules Cambon, qui est en train finalement d'appliquer ce qui a été appelé par Charles Robert Ageron, la politique des égards. Donc la politique des égards vis-à-vis des indigènes, des populations sujettes, non citoyennes. Mais Jules Cambon, finalement, on est dans une période assez intéressante. Hein. C'est la fin de la politique des rattachements que Jules Ferry avait quand même largement condamné dans un gros rapport de 1892. Donc c'est quelque chose qui commence à se mettre en place après la conquête, avec la mise en place du régime civil, qui s'est d'abord traduit par cette politique des rattachements. Finalement, tout ce qui se passait en Algérie dépendait d'un ministère parisien, donc c'était en fait assez compliqué à gérer, c'est ce que dénonce Jules Ferry. Et donc, à la fin des années 90, finalement, on en revient à un système peut-être un peu plus, je parle pas vraiment de gouvernement indirect, mais disons d'une chose plus souple et davantage gérée depuis l'Algérie que depuis la France. C'est-à-dire que le gouverneur général, en fait, reprend quand même beaucoup plus d'importance. Et donc, Jules Cambon, justement, dans cette réorganisation finalement de l'Algérie, qui n'est plus une Algérie en guerre, qui est quand même une Algérie extrêmement clivée, entre d'un côté les citoyens qui vivent donc selon les règles des départements et des communes comme en France, et l'autre population, des indigènes, des sujets qui vivent alors à la fois avec la loi française et à la fois la règle de l'indigénat. C'est finalement comment organiser cette société sur un territoire qui est quand même extrêmement compliqué administrativement parlant. Et Jules Cambon, la politique des égards, c'est en fait reconnaître que, puisque maintenant la conquête est faite, c'est comment finalement mieux intégrer les populations qu'il faut de moins en moins considérer finalement comme conquises, vaincues, mais comme une autre population vivant sur ce territoire, qui est un territoire français, qui est un territoire assimilé. Voilà, comment faire pour que cette population finalement vive avec un peu plus d'égards qu'auparavant. Alors, la politique des égards, donc déjà, dans tout ce qui va concerner l'assistance sociale, c'est prendre en compte le fait que ce sont les impôts arabes, donc les impôts qui sont nés de la conquête, en fait le tribut des vaincus, les impôts arabes qui sont des impôts qui s'ajoutent aux impôts qui sont par ailleurs payés. Alors il y a assez peu d'impôts directs à l'époque en France, ce sont avant tout des impôts indirects, mais en fait donc, les impôts arabes sont quand même des impôts spécifiques payés par la population arabe, et qui en fait, et c'est ce sur quoi Cambon insiste, ce sont des impôts qui vont en fait financer le gros de l'assistance publique algérienne. Or, cette assistance publique algérienne, il ne s'agit pas de ségrégation, mais il se trouve que ce sont davantage les Européens qui s'en servent que les Algériens musulmans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des impôts qui vont largement financer les hôpitaux, notamment les hôpitaux civils. Il n'y en a pas énormément des hôpitaux civils. Le gros du système hospitalier ce sont les hôpitaux militaires, mais de plus en plus, à partir du moment où ce n'est plus la conquête, ce n'est plus la pacification, il y a tout un système civil hospitalier qui se met en place et il est donc largement financé par les impôts arabes, comme sont également largement financés par les impôts arabes les médecins de colonisation, dont je parlerai plus tard. Et donc quand je dis c'est pas un système ségrégé, depuis les années 1840, les Arabes peuvent aller dans les hôpitaux français. Il n'y a pas de problème, civils ou militaires, ils y sont soignés. On sait qu'il y a des interprètes, comme il y a des interprètes italiens, espagnols, arabes, pour les malades. Donc c'est pas un système où non les Arabes ne viennent pas. Sauf que la population arabe, arabo-kabyle, peu importe, c'est une population qui est essentiellement rurale, donc là où il n'y a pas d'hôpitaux, donc où il n'y a pas de lieu de soins. Donc de fait,
finalement, c'est un système dont profitent les Français, mais pas ceux qui les font. L'idée de Cambon, c'est finalement, ça va pas très loin Cambon non plus, c'est que finalement, soit aussi, parce que c'est pas le fait qu'on va mettre des subventions, c'est que les impôts arabes vont aussi servir à financer une assistance plus directement dirigée vers les Arabes. Et donc, ça va être l'expérience des hôpitaux indigènes. Hôpitaux indigènes, ça s'appelle comme ça. Et sur le modèle de ce qui a commencé à exister donc, dans la vallée du Chili, mis en place par Monseigneur Lavigerie, autour de 1876-17, autour des villages chrétiens, des villages chrétiens. Alors, en fait, Cambon connaît bien Monseigneur Lavigerie. En fait, c'était un intime de la mère des Cambon, des frères Cambon. Donc, en fait, en gros, le petit Jules a sauté sur les genoux de Monseigneur Lavigerie quand il était évêque de Nancy. Donc, en fait, c'est aussi donc Cambon connaît l'expérience de Lavigerie. Alors, c'est quoi cet hôpital indigène? C'est en fait un hôpital qui est en milieu indigène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Français autour. C'est financé, et c'est surtout desservi par des sœurs blanches. Donc c'est c'est la congrégation que Monseigneur Lavigerie a fondée en 1869. C'est le pendant féminin des Pères Blancs, fondé en 1868. Et donc le service de l'hôpital est fait par les sœurs blanches. Et l'idée, c'est que la nourriture soit comme il faut, que le couchage, parce que comme vous le savez, les Arabes n'aiment pas le confortable, mais donc les lits d'hôpital, c'est un peu trop confortable, ils préfèrent dormir sur des nattes, et ils préfèrent manger du couscous que des nourritures autres. Donc ça, c'est ce que je vous raconte, c'est évidemment ce qu'on peut lire à l'époque, bien sûr, inutile de donner des matelas parce que les Arabes préfèrent les nattes, voilà, ce genre de choses. Et donc, finalement, l'organisation de l'hôpital, c'est, entre guillemets, un fonctionnement indigène. Et pareil pour la nourriture, qui est davantage calquée sur ce que mangent les populations, rurales, arabes. Le service est fait par des sœurs blanches. Par ailleurs, le service médical est évidemment fait par un médecin diplômé. Donc ça, c'est dans les années 1870. Et en fait, des hôpitaux indigènes, on le fait, il y en a 5-6. Après, on estime que c'est trop cher et l'expérience s'arrête. Sauf que Cambon part de ce principe qu'il faut des lieux de soins pour les Arabes, des lieux de soins aussi où il y aurait, ce serait pas mixte en ce sens qu'il n'y aurait pas d'autres populations où finalement on aurait moins l'impression d'être en terre française et davantage en terre locale. Et donc vous avez cet aspect des choses que quand même Cambon peut comprendre sur le côté finalement. Les malades n'ont pas forcément envie d'être avec des malades français. Et finalement, c'est considéré comme beaucoup trop coûteux, donc l'expérience s'arrête assez vite. Il y en a à Gardaïa, il y en a en Kabylie. Là où il n'y a pas de français, donc c'est très neutre, il n'y a pas de français, il y a un hôpital indigène. C'est trop cher, et donc Cambon va aussi essayer de voir finalement comment mettre en place. C'est quelque chose qui court depuis pas mal de temps, mais puisqu'il n'y a pas suffisamment de médecins finalement pour traiter la population rurale arabe, finalement mettre en place des personnels qui pourront être au plus proche de ces populations. Donc c'est l'idée de former des auxiliaires médicaux arabes. Alors c'est finalement ce qui va être fait en 1904. Cambon n'est plus là depuis longtemps, mais et en fait, alors je n'ai pas oublié que c'était Dorothée Chénier, et en fait, la question qui se pose, c'est les auxiliaires médicaux ne pourront traiter que les hommes. Voilà, c'est clair depuis le début de la conquête, les femmes sont inaccessibles. Alors oui, vous avez toujours un médecin militaire qui dit j'ai pu accéder, j'ai pu soigner les femmes. Non, c'est vraiment on compte les points, quoi. Oui, mais moi j'en ai vu 20. En fait, ils les voient pas. Même Dorothée Chénier, on l'a pas vraiment. Donc, les femmes étant inaccessibles, la question qui se pose finalement, c'est est-ce que il est possible
comment serait-il possible d'avoir accès aux femmes? Donc dans cette politique des égards, c'est finalement comment accéder aux femmes, comment soigner, comment surveiller médicalement les femmes, et notamment dans ce qui commence à apparaître, dans ce qui commence à être de plus en plus mis en avant, à savoir la très forte mortalité infantile chez tout le monde en fait à l'époque, notamment chez l'arabe, la forte mortalité en couche, et donc comment finalement traiter cette question. Et Cambon est également très conscient que c'est pas un homme qui va pouvoir faire cette tâche, donc il faut que ce soit une femme qui finalement fasse une sorte d'audit sur ce qui est possible de faire en rencontrant des femmes et en voyant finalement comment mettre en place. Alors, donc Dorothée Chélier, c'est finalement cette idée que Cambon, alors Cambon qui en plus, je ne sais pas complètement si Dorothée Chélier connaît bien Cambon, mais elle est quand même pas mal en lien avec les politiques, j'ai aucune idée comment, mais en tout cas, bon, visiblement elle a un accès pas très difficile à Jules Cambon. Alors, donc son voyage dans l'Aurès en 1895, c'est finalement le récit de sa première mission, l'idée que finalement, voilà, l'Aurès, il n'y a pas un Français, s'il y en a 3 d'accord, il y a personne. Donc, voir finalement dans cet isolat, en tout cas dans ce coin peu relié au reste de la colonie, ce qu'il est possible de faire. Et puis, donc, le reste de ces rapports, c'est finalement comment, à partir de ces propositions, des propositions qu'elle fait à partir de son premier voyage, on va l'écouter ou pas. Alors, chacun a précisé que cette question de faire soigner des femmes par des femmes, c'est évidemment pas Jules Cambon qui l'a eu, en tout cas en pays musulman. C'est d'abord Antoine Claubet, donc qui en fait va travailler en Égypte à partir de 1826. Donc c'est un employé du vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, et ensuite de ses successeurs. Il va y passer 30 ans et véritablement mettre en place le système de santé publique égyptien. Et alors, Antoine Claude, donc d'abord médecin qui va en fait réformer la médecine militaire en Égypte, mais également donc le reste du système de santé, et notamment c'est lui qui met en place à partir de 1832 une école alors de sage-femme, on va le dire rapidement. Une école de sage-femme, en fait, une école de sage-femme qui est quand même formée en 5 ans, et elles sont plus proches du médecin que des sages-femmes. Et c'est une école qui d'abord fonctionne avec des esclaves que Claubet rachète, parce qu'aucun Égyptien ne va donner ses filles pour qu'elles soient formées à la médecine, puisqu'elles ne vont pas travailler après, de toute façon. Or, Mehmet Ali veut des femmes qui vont effectivement travailler. Donc, c'est un petit peu, c'est là qu'on voit les bienfaits, finalement, d'un système politique quelque peu directif, et en fait il exhorte, il oblige ses fonctionnaires à faire en sorte que leurs filles aillent dans cette école, et finalement c'est comme ça aussi que... Et ensuite elles sont censées épouser des médecins égyptiens pour fabriquer finalement des couples de fonctionnaires, mais après ça va se retrouver partout dans le monde colonial. Et donc Claubet fonde cette école où vous avez des sages-femmes, des maîtresses sages-femmes de Paris qui viennent enseigner, alors dans quelle langue? En arabe en fait, pas les sages-femmes, en fait. Le système éducatif de Clos, c'est vraiment de faire les cours en français, de les faire traduire, et ensuite de les donner en dehors. Donc le modèle de Clos en fait est assez présent dans l'Algérie à partir des années 1830, où il y a toujours l'idée qu'il faudrait faire en Algérie ce que Clos a fait en Égypte. Bon, ça n'a jamais réussi. Ça commence à connaître un début d'exécution avec Victor Duruy, qui tente de promouvoir justement les femmes médecins dans les pays musulmans. Mais alors, des femmes médecins, les pays musulmans pas forcément colonisés, c'est-à-dire qu'il a l'idée, il souhaite former des femmes médecins qui iraient travailler en pays arabes et turcs. Donc des femmes qui auraient une formation médicale et aussi une formation linguistique en arabe, en turc, pour aller dans l'Empire ottoman ou pour aller donc dans les colonies, en Algérie.
ou dans les provinces arabes de l'Empire ottoman. C'est le moment où on commence à songer, bon, mais ça ne va pas avoir lieu, hein. Sous le Second Empire, on a déjà formé des femmes, et donc promouvoir des femmes médecins pour les pays musulmans. Donc, vous avez une association pour l'instruction médicale des femmes qui commence à se monter au printemps 1870, qui aurait dû ouvrir en septembre 70. Alors évidemment, en septembre 1870, les Français sont occupés à autre chose. Victor d'Hurbin n'est plus au gouvernement. Donc, progressivement, vous avez quelques femmes médecins. Elles sont considérées comme une intolérable concurrence aux hommes médecins en France. Donc, il y a quand même un seul lieu où elles pourraient être autre chose que des concurrences. C'est les pays, les colonies, les pays arabes où les hommes n'ont pas accès aux femmes. Donc, vous voyez ce que dit un peu célèbre Charles Turgeon, donc le féminisme français, l'émancipation individuelle et sociale de la femme, c'est que les pays de religion islamique offrent à nos futures doctoresses un débouché toujours lucratif. Ce rôle d'agent de l'influence française aurait du moins le mérite de réconcilier tous les patriotes avec le féminisme, puisqu'il serait démontré grâce à lui que loin de poursuivre des fins purement égoïstes, donc les femmes, il est capable de servir utilement les intérêts généraux du pays. Donc c'est l'idée que les bonnes femmes en métropole, elles sont un peu encombrantes, en fait, même si elles s'occupent de gynécologie et de pédiatrie. En revanche, dans les colonies, là, elles auraient une véritable utilité. Et donc, c'est un discours qui est assez fréquent, là encore, fin des années 1890, début du XXe siècle, c'est « Allez, puisque finalement, on en est là, la décadence est actée, il y aura des femmes médecins, autant qu'elles travaillent. » Et finalement, il y a cette question. Alors, en Algérie, il commence à y avoir quelques femmes médecins, pas forcément locales, pas mal d'immigrés, en fait, pas mal d'immigrés russes qui viennent faire leurs études en France. Pas mal de juives en fait, je dis pas mal, mais en gros elles sont 10 en 1905, mais la moitié ce sont quand même des Russes, et la moitié de ces Russes ce sont des juifs, donc ils ne peuvent pas exercer en Russie. Parce que finalement les facultés françaises sont assez ouvertes à la fois aux étrangers et aux femmes. Et donc des femmes sont assez bien vues finalement pour travailler en Algérie, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors, donc, pour revenir à Dorothée Chélier, donc, comme je le disais, la politique des égards, donc faire profiter aux indigènes, je dis qu'il faut, mais si j'en mets partout, ça va faire trop de guillemets. Donc, est-ce que développer un corps d'auxiliaires femmes musulmanes, c'est possible. Donc, Dorothée Chélier va donc dans l'Aurès, dans les Aurès, et fait son rapport et fait des propositions. Donc, elle fait 2 types de propositions. Bon, déjà, elle présente la manière dont les femmes des Aurès, alors là, on sait qu'elle a une interprète pour parler avec les Chabias, donc elle décrit la manière dont se font les accouchements. Alors, cela dit, au détour d'une phrase, on apprend quand même qu'elle n'en a pas vu un seul, donc c'est comme du récit, qu'elle n'a jamais eu accès à une femme enceinte. Elle a plus eu accès à des hommes en fait qui se font soigner par elle qu'à des femmes enceintes qui se font toucher. Mais elle a quand même parlé à des matrones. Et donc en fait, ce qu'elle propose, c'est, mais ce qui est déjà proposé depuis 1830, c'est donc de former des matrones, disons aux techniques obstétricales, et donc ça va être un des axes de ses propositions, c'est faire venir des sages-femmes dans l'Aurès, en Kabylie, là où c'est toujours la même question, c'est là où il n'y a pas de médecin français en fait. Et finalement de former ces sages-femmes pour qu'elles aient, disons, des rudiments de techniques, de pratiques, pour que finalement essayer de faire baisser la mortalité infantile qui, de la vie de tout le monde, est désintéressée même est extrêmement élevée. Et après, l'autre idée, mais là encore, qui n'est pas spécialement originale, c'est-à-dire qu'elle est quand même pas mal... quand on parle du soin aux femmes, on parle en fait de ça, c'est trouver des jeunes filles et les former directement
pas à la médecine, parce que pas exagéré, il n'y aura pas assez de jeunes filles qui feront des études longues, mais disons de former des jeunes filles à devenir des sages-femmes, ou en tout cas des super infirmières. Donc ça, c'est les deux axes de cette politique et donc de ces propositions. Et pour ça, notamment, de créer donc un institut de formation avec quand même ce problème que les garçons les garçons arabes vont peu à l'école française, mais les filles vont encore moins. Donc il faut trouver, d'où l'intérêt de mettre, disons, le dispensaire maternité-école qu'elle envisageait en Kabylie. Pourquoi ? Parce que justement, si vous lisez Fanny Colonna, elle parle du miracle, entre guillemets, kabyle, en ce qui concerne l'éducation, ou à la fin du XIXe siècle, on trouve quand même davantage de filles que dans le reste de l'Algérie. Bon, évidemment, c'est aussi une politique coloniale, qui vont à l'école. Il y a des monitrices kabyles. Donc, il y a un peu plus de filles qui sont éduquées. Donc l'idée, c'est de commencer par là pour finalement avoir des jeunes filles qui déjà sauront lire et écrire, pourront pratiquer, pourront être formées. Alors, justement, les autres rapports, alors, elle fait son rapport à Jules Cambon, qui en fait accepte de tenter l'expérience. Alors, Dorothée Chélier pense qu'il faudrait quelques dizaines de sages-femmes. On va commencer déjà par 4. Donc 4 sages-femmes arrivent, sont effectivement envoyées dans 4 postes. Alors vraiment, du côté de ces sages-femmes, des trous. Il n'y a pas un Européen, c'est l'enfer. C'est ce qu'elle raconte. Je n'ai pas d'avis sur la question. Encore que l'Ambaise autour de 1896, ça ne peut pas être marrant pour une sage-femme venant de France, venant de Paris. Donc, et surtout, en fait, qui n'a pas vraiment de médecin autour, qui est un peu parachuté dans un lieu, et ne parle pas la langue, et est censée donc enseigner. Alors, avec quoi ? Puisque pas accès aux femmes, donc elles enseignent à l'ancienne comme des mannequins. Donc avec les mannequins de Madame Ducoudray. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire que dans certains, par exemple, elles sont dans des postes complètement déserts. Au bout d'un moment, elles dépriment complètement, il n'y a personne qui vient les voir. Donc elles n'arrivent pas vraiment à faire ce pourquoi elles sont envoyées. Donc elles sont envoyées dans des hôpitaux. Sainte-Élisabeth, la Vigerie, Saint-Augustin, Sainte-Eugénie. Donc, vous avez compris que ce n'était pas des hôpitaux de la Troisième République. Ce sont des hôpitaux indigènes qui sont servis par les sages-femmes, par les sœurs blanches. Et en fait, leur vie à l'hôpital indigène, donc avec les sœurs blanches, c'est pas facile non plus, parce que les sœurs blanches ont de l'obstétrique, des visions un peu lointaines. Et ça ne se passe pas toujours bien pour les sages-femmes qui sont véritablement vues comme des femmes de petite vertu. Et donc c'est quand même très compliqué. Puis au bout de quelques mois, l'expérience capote. L'expérience de la formation du dispensaire maternité, ça va pas se faire non plus, parce que là vous avez quand même une levée de bouclier des médecins qui expliquent c'est pas parce qu'on est une femme médecin qu'on va s'intituler prof de médecine, c'est pas faux. Il y a une école de médecine à Alger, il y a des cours d'obstétrique, donc c'est là que ça se passe en fait. Il y a des cours pour sages-femmes aussi. Sauf que des sages-femmes algériennes musulmanes, il y en a une en 1910. Et la deuxième, ça doit être autour de 1932. Donc, voilà, il y a quand même un déficit voilà. C'est cette question de la formation qui est quand même proposée par Dorothée Chélier. Et alors, Dorothée Chélier propose également dans cette perspective finalement d'étendre les soins pour les femmes, des consultations pour les femmes par les femmes dans quelques villes algériennes. Alors, c'est toujours présenté comme la primeur aurait été à Françoise Leger, qui aurait la première ouvert ce type de dispensaire. Bon, alors Dorothée Chélier dit qu'en fait c'est elle, dès 1889, qui avait eu l'idée. Françoise Hens, épouse Chélier, qui est donc la deuxième femme d'Algérie.
C'est la deuxième femme née en Algérie à avoir le diplôme de médecin. Voilà, donc Françoise Auger est assez active, mais en fait, on la retrouve surtout au Maroc, où elle suit son mari qui est magistrat, et à partir de 1912, en fait, elle fait sa carrière au Maroc. Et aussi, il y a un certain nombre de femmes médecins qui viennent, parfois d'Algérie, mais surtout et de Russie, en fait. Donc, vous voyez là les femmes médecins qui finalement vont avoir dans plusieurs villes un dispensaire. Alors, je vous ai mis cette photo. Le chignon doit être Dorothée Chélier, mais on n'est pas sûr. Le chignon qui dépasse là, près de l'armoire. Mais sinon, on n'a pas vraiment de portrait. Donc, ça doit être elle. Mais sans certitude. Alors, et donc, Dorothée Chélier va faire des propositions dans son premier et son deuxième voyage. Son deuxième voyage, c'est justement voir comment les sages-femmes s'en sortent sur le terrain. Son troisième voyage, c'est une fois qu'elles ont été dégagées, c'est proposer autre chose, dire que mais quand même. Alors, elle passe par Tanger, elle voit ce qui se passe aussi dans ce que font en fait les protestantes. Justement, parce que dans les missions protestantes, il y a beaucoup plus de femmes médecins. Il n'y a pas le même problème en fait de la formation médicale. Il y a les missions médicales qui sont ouvertes d'abord pour les hommes mais aussi pour les femmes. Donc en fait, elle voit un peu ce qui se passe à Tanger et à partir de là, elle fait justement cette proposition de dispensaire, de formation sur le tas pour les jeunes filles. Donc ça ne marche pas vraiment. À partir de 1899, elle demande une audition, elle n'a pas. Et finalement, d'une certaine manière, on perd un peu sa trace. En 1907, elle revient un petit peu elle propose à nouveau d'ouvrir une formation pour les femmes. Et puis finalement, je vous ai dit, elle part s'installer visiblement à Nice, avec une vie visiblement pas très heureuse. Elle a une fille unique qui est folle. Donc, elle est dans une maison à Saint-Eugène, et donc elle meurt en 1930 à Nice. Et on n'a pas tellement d'autres documents que ces rapports et puis les quelques traces d'archives qu'elle laisse. Comme on n'a pas tellement d'ailleurs de traces de ces femmes, alors Sarah Broido un petit peu plus parce qu'elle on la retrouve au Maroc, en Tunisie. C'est une juive russe. Elle a aussi écrit justement dans la presse médicale russe pour raconter cette expérience des dispensaires de femmes, pour les femmes, par les femmes, et qui en fait a un petit écho au Turkménistan, qu'en fait les Russes commencent à coloniser à la fin du 19e siècle et donc essayent de mettre en place aussi un système médical. Donc voilà, Dorothée Chélier donc finalement intervient dans un moment assez intéressant donc où les femmes commencent à devenir médecins et où disons en Algérie il commence à y avoir un intérêt plus visible pas plus visible mais disons qu'il se traduit davantage dans les actes pour les populations indigènes, avec les guillemets. Parce qu'en fait, dès 1830, quand vous lisez les médecins, il n'y a pas aucun problème, on va traiter tout le monde. Mais en fait, sur le terrain, on traite assez peu les Arabes. Voilà, donc moi j'ai terminé la partie sur Dorothée Chélier. Et alors, on avait vu que c'était intéressant d'étendre la réflexion ou la connaissance surtout de ce qui s'est passé pour les populations dites indigènes et de la médecine, l'histoire de la médecine en Algérie. Voilà, donc en fait, c'est juste pour replacer en fait. Là, je vous parle finalement d'un élément très marginal de l'histoire de l'Algérie, la question de la médecine en Algérie. Parce que finalement, cette question des soins aux populations algériennes, qu'elles soient kabyles, arabes, et puis après mozaïtes, elle se pose en fait dès le début de la conquête. Et alors évidemment, la médecine, c'est d'abord une médecine pour les colons. C'est une médecine donc, qui se fait d'abord pour les militaires et ensuite pour les colons. Donc c'est une médecine qui se fait dans les hôpitaux militaires, l'hôpital de Constantine.
l'ouvrage, qui montre aussi quand même l'emprise physique des hôpitaux militaires dans les villes, dans les villes qui sont en train d'être réaménagées justement par la présence française. Et l'hôpital et la caserne sont véritablement des moteurs de la transformation urbaine d'un certain nombre de villes algériennes. Donc des hôpitaux militaires, assez peu d'hôpitaux civils, mais il y en a. L'hôpital Mustapha, dans la banlieue d'Alger à l'époque. Donc, hôpital civil, il y en a peu, disais-je, parce qu'il y a d'abord relativement peu de médecins civils, même si il y en a dès les années 1830. Des dispensaires, mais comme il y en a en gros en Europe. Là, vous êtes en quelle année? Je suis vraiment dans les années 1830, 40, 50, 60. Dans les premières décennies de la conquête, de toute façon, vous avez ce système de finalement... Quand on dit l'Algérie c'est la France, vous avez un murmure, si, en fait, c'est la France, de fait. C'est-à-dire que pour toute une partie du milieu médical, vous avez donc la transposition des hôpitaux militaires, des hôpitaux civils, alors qui ne fonctionnent pas de la même manière que les hôpitaux civils en France, parce qu'il n'y a pas toute l'épaisseur historique des religieuses, en fait. C'est-à-dire que ce sont des hôpitaux qui n'ont pas de fonds propres, ils n'ont pas de dons, de legs, de terres qui les aident à fonctionner. Donc ce sont des hôpitaux en fait directement dépendants de la colonie pour l'argent, et donc quasiment du prix de journée beaucoup plus tôt qu'en France en fait, parce qu'il faut quand même que ces hôpitaux fonctionnent. Mais les dispensaires, c'est des dispensaires, on va dire, les petites structures médicales qu'on peut trouver dans les hôpitaux, qu'on peut trouver ailleurs, et puis c'est bien sûr les dispensaires pour prostituées. Donc, le fameux système français que le monde entier nous envie et que nous avons diffusé partout. Donc les dispensaires où les prostituées encartées viennent se faire examiner tous les mois. Donc, des vraies visites médicales, c'est peut-être la population avec les militaires les plus médicalisés. Et puis vous avez donc assez tôt en fait des soins à domicile dispensés par différentes congrégations, mais bien sûr d'abord pour les Européens et des Européens qui sont toujours plus importants et des Européens qui arrivent avec leurs médecins. Donc c'est des médecins français, des médecins espagnols, des médecins italiens, vous avez des médecins allemands, vous avez des Polonais aussi, parce que dans la grande émigration post-révolte de 1831, vous avez en fait un certain nombre de médecins qui viennent en France, et en fait qui viennent aussi en Algérie. Après se pose bien sûr la question de qui peut exercer, selon quelles règles, c'est une autre affaire. Donc des Européens toujours plus importants qui sont beaucoup urbains, c'est-à-dire bien sûr la colonisation, l'idéal de la colonisation, c'est d'abord une colonisation agricole, sauf que pendant plusieurs décennies, colonisation agricole c'est pas si facile, c'est la guerre, mais heureusement, vous avez tous ces séquestres qui permettent donc aux colons de prospérer, aux grandes compagnies de plus en plus. Donc, vous avez des colons qui progressent à partir d'Alger, des grandes villes, donc dans les campagnes alentours, donc dont la présence s'étend sur le territoire. Et par ailleurs, dans les premières décennies, vous avez aussi des populations musulmanes qui reculent, qui soit parce qu'elles ont été privées de leurs terres, soit qu'elles refusent en fait le contact avec les conquérants. Donc en fait, pendant quelques décennies, vous avez finalement cette présence française toujours plus européenne, toujours plus forte dans les campagnes, des contacts pas si, évidemment ils existent mais pas si nombreux, avant que finalement il y ait un tournant et où finalement la population indigène commence à augmenter, il commence à voir son taux de croissance augmenter. À la fin du 19e siècle, donc vous avez des populations musulmanes toujours plus importantes dans les campagnes déjà peuplées par les Français, donc plus visibles, donc plus, plus dans le viseur des autorités coloniales. Donc c'est aussi pour ça que commence à se mettre en place cet intérêt pour les populations locales. Mais je reviens à la médecine. Pour les colons, avec donc des colons dans une colonie appelée à devenir une colonie de peuplement, donc où vous avez
au bout de quelques temps, une population créole qui s'installe, donc des descendants d'Européens qui naissent en Algérie, donc qui sont pas forcément d'origine française, ils sont beaucoup d'origine autre. Et il va falloir aussi les former à la médecine. Donc ça c'est une image des facultés, mais disons l'école de médecine va donner la faculté d'Alger en 1909. Vous avez donc des institutions de recherche, comme l'Institut Pasteur également, qui se mettent en place, qui forment donc une population à la médecine. Donc une médecine pour les colons, pour les Européens. Quand je dis l'Algérie, c'est la France, donc finalement, vous avez des médecins qui exercent la médecine libérale dans des cabinets où une population, une clientèle payante vient de plus en plus les consulter. Européenne. Voilà, européenne. Et donc en fait, quand je dis les médecines, c'est parce que vous avez cette médecine finalement européenne qui s'installe en Algérie. Donc c'est une première médecine, c'est la médecine qui elle-même est en train de se constituer en Europe, parce que finalement la consultation en cabinet c'est pas non plus quelque chose de particulièrement développé autour de 1840. Donc mais bon, c'est disons une médecine européenne qui s'implante en Algérie, la première médecine. Je vais ensuite mentionner très rapidement la médecine très locale, traditionnelle. Et puis quand même, il me semble que la troisième, c'est justement la médecine que les autorités coloniales ont adaptée pour les campagnes algériennes. Alors, ce sont donc ces fameux médecins de colonisation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir de 1844, d'abord pour le Sahel d'Alger, donc des zones assez proches des grandes villes d'Alger déjà, il y a l'idée que de toute façon les médecins qui arrivent, la clientèle payante n'est pas très importante, donc de toute façon ils vont rester dans les villes. Dans les villages de colonisation, les gens sont trop pauvres pour faire vivre un médecin. Donc il faut installer un médecin qui pourrait pratiquer sans avoir à être payé par la clientèle. Donc c'est la colonie qui paierait. C'est le médecin de colonisation dont le statut donc, est fixé en 1853. Et le médecin de colonisation, c'est vraiment, là pour une fois, la langue française est en général assez précise, elle est parfaitement précise, mais le médecin de colonisation, c'est pour les zones de colonisation. C'est-à-dire que c'est dans des zones où la colonisation est en train de se faire, où les villages de colonisation commencent à sortir de terre, où des colons travaillent la terre. Et l'idée, ce ne sera pas appliqué, mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où le territoire est colonisé, c'est-à-dire à partir du moment où il rend, où il donne, où il permet en fait à une population d'agriculteurs de vivre correctement, donc normalement, cette communauté d'agriculteurs, est censée être suffisamment riche pour faire vivre un médecin libéral. Donc normalement, le médecin de colonisation, à ce moment-là, doit être envoyé ailleurs, dans une autre zone à coloniser. Donc, c'est l'idée. Ça n'aura pas eu, mais c'est l'idée. Donc, c'est l'idée de mettre en place des médecins, justement, pour ces zones, pour les Français, pour les Européens d'abord, pour justement, donc, ce qu'on appelle des circonscriptions médicales. Et ces médecins, donc, qui sont un peu les seuls avec les médecins militaires, c'est eux, finalement, qui ont la charge sanitaire de cette nouvelle population. Mais, je l'ai souligné en jaune, médecine gratuite. Alors, médecine gratuite, bien sûr, donc payée par la colonie. Alors, éventuellement, il peut faire de la clientèle. Si on part du principe qu'il faut établir des listes d'indigents, les indigents, la médecine est gratuite, et puis pour les autres, il peut avoir une clientèle. Mais, donc l'article 7, vous voyez, les médecins de colonisation doivent gratuitement les soins et les secours de leur art à toute personne indigente de leur circonscription. Ça veut donc dire les Européens et les autres. Donc en fait, quand je vous dis c'est pas une médecine ségrégée, c'est pas une médecine ségrégée. Il n'y a pas de texte qui vous explique que jamais un arabe ne passera par le cabinet du médecin de colonisation. Sauf que, il faut s'imaginer l'Algérie autour de 1953, 60, 70, 80, 90. Donc le médecin est à cheval, donc 8 km/h, et sur des routes qui n'existent pas, des pistes, des sentiers, et que finalement on est dans des campagnes où oui, il y a des centres de colonisation, mais en fait les Arabes sont plus loin, les Noirs sont plus loin. Donc il n'y a pas techniquement de
d'interdit. Mais sauf que le médecin de colonisation, il fait d'abord sa tournée chez les Européens et après, mais sauf qu'il n'y a jamais d'après. Ça n'empêche pas que on peut venir le consulter. Normalement, il doit faire des tournées, puis il y a aussi des jours de consultation. Donc, c'est possible. Mais, justement, dans les premiers temps, c'est essentiellement une clientèle européenne. Donc, comment faire, finalement, pour amener les Arabes à la modernité médicale? Alors, dès 1844, vous avez quand même des militaires dans les bureaux aussi, des administratifs, qui estiment qu'il ne saurait y avoir un service de santé distinct pour chacune des classes d'individus qui composent la population d'un même territoire. Et donc, pour ces bureaux administratifs, il est très clair que le médecin de colonisation est censé soigner tout le monde. Donc, c'est assez clair. Alors, les premières tentatives, c'est 1835, c'est le médecin Antoine Pouzin, lui aussi très admirateur de Claudel, qui pense pouvoir faire justement une infirmerie indigène, donc uniquement pour les Arabes. On ne parle même pas encore d'indigène, mais en 1835, le statut en tout cas n'est pas encore fixé. Et donc il y a comme ça quelques initiatives de médecins qui vont ouvrir des petites structures, ils vont accueillir, toujours sur la même idée, ils vont être couchés à l'arabe, ils vont manger à l'arabe. Alors pour l'alimentation, ça se comprend, c'est-à-dire il faut quand même de la viande correctement. Enfin, en même temps il n'y a pas tellement de viande dans les hôpitaux, mais ils ont une nourriture qui est acceptée par les populations. Mais alors justement, acceptée, c'est-à-dire que vous avez des médecins militaires et vous avez des médecins de colonisation qui vont donc avoir à traiter essentiellement des Européens, essentiellement des soldats, essentiellement des colons, mais où il y a quand même, pendant longtemps, le seul acte véritablement, qu'on incite véritablement à faire, c'est la vaccination antivariolique. La vaccination antivariolique, la variole fait encore des ravages, donc il faut, comme les épidémies éclatent assez facilement, il faut essayer justement de vacciner. Et donc, jusqu'à la fin des années 1850, l'idée c'est quand même d'arriver au maximum à vacciner les enfants. Et là, vous avez un rapport d'un médecin militaire du côté d'Oran en 1856-7. Et en fait, vous voyez le drame que ça fait quand un médecin essaye de vacciner. Donc vous avez, imaginez aussi la scène, vous avez un médecin militaire avec une escorte qui vient dans un village et qui explique qu'il va faire tous les enfants ici et puis vacciner. Donc les enfants criaient, les mères déchiraient leur visage, c'est la même en larmes. Si leurs enfants seraient transportés en France, si on en fait des cavaliers, etc., etc. Alors, à l'époque, je vous rappelle, la vaccination antivariolique, c'est l'ancêtre, et ça laisse une marque, et donc justement, les populations arabes, kabyles, craignaient que justement on marque les enfants pour ensuite les repérer et les envoyer à l'armée ou faire prostituer à la ville, enfin bon, ce que vous voulez. Mais en tout cas, donc la véritable crainte alors déjà de se faire injecter quelque chose de pas net. À l'époque, je vous rappelle, la vaccination c'est de bras à bras. Pour transporter le virus vaccin, on prend un enfant vaccinifère, on lui injecte du virus, il est censé faire ses boutons, et c'est de ces bubons, qu'on récupère le pus, qui va ensuite servir à vacciner d'autres. Donc on emporte des enfants, alors ils sont d'abord français, et puis ceux qu'on a arraché à leur mère, Ensuite ils sont de plus en plus arabes, et là en fait c'est totalement incompréhensible. Donc on voit des enfants qui sont retirés du pus, qui sont donnés, on ne sait pas d'où vient le sang, on sait qu'il y a des juifs, il y a des arabes, il y a des chrétiens. Donc en fait, minimum voir ce sang qui finalement il y a ça. Il y a la question du marquage. Et puis, ça c'est assez bien expliqué par Yvonne Turin, qui est quand même le grand livre paru en 1971. C'est pas récent, mais enfin ça reste quand même assez... c'est quand même très bien fait. Et en fait, elle, ce qu'elle met quand même en avant face à ces refus médicaux, c'est le moment où c'est fait, c'est les années 1850, c'est-à-dire que la conquête Abdelkader n'est plus, il y a encore la Kabylie n'est pas prise, mais c'est vraiment le moment, alors ça on ne sait pas évidemment,
enfin, les travaux démographiques montrent que la population a beaucoup perdu, on va dire, de la guerre, des famines, des maladies. Et en fait, c'est une population qui finalement est vraiment dans une crainte existentielle face à cette arrivée massive de soldats, de conquêtes, de pertes de terres, etc. Et que finalement, c'est la crainte de disparaître aussi. Donc, et par ailleurs, pourquoi est-ce que les Français qui, par ailleurs, massacrent et prennent des terres, viendraient vous soigner, en fait? C'est pourquoi faire confiance aussi, hein, si après tout... voilà. Donc, il y a plein d'incompréhensions sur ces questions de vaccination, qui pendant longtemps, de toute façon, que de la vaccination antivariole, d'autant qu'il existe des techniques qui ne sont pas efficaces, hein, qui sont en partie efficaces, c'est la variolisation. Donc, on commence une épidémie, on prend des groupes de varioleux, on les insère dans le corps, et on est censé être protégé. Alors, c'est vrai, mais parfois, c'est pas vrai. Hein. Donc la vaccination est comme beaucoup plus efficace que la variolisation, sachez-le au cas où. C'était obligatoire, la vaccination? Non, justement. Elle n'était pas obligatoire. Alors, la vaccination n'est pas encore obligatoire. Hein. En France, elle est obligatoire en 1902, donc c'est 60 ans, on a agi en 1907. Mais, disons, il y a quand même l'idée qu'il faut vacciner, d'abord parce que ça marche assez bien. Vous pouvez réexpliquer la variolisation? La variolisation, c'est vraiment, vous prenez du pus de varioleux, donc des gens qui ont la variole humaine, et vous l'insérez dans l'organisme, vous protégez. Vous avez par injection? Non, vous mettez des croûtes, c'est pas des injections, c'est plutôt des scarifications, et vous insérez D'accord. C'est pas du tout d'ailleurs, c'est des croûtes, mais c'est quand même de la variole humaine. Donc la vaccine, c'est de la variole de la vache. Donc en fait, c'est quelque chose qui voilà. Et donc c'est cette pratique en fait que progressivement les médecins vont essayer d'interdire, mais c'est pas si facile. Donc il y a cette question de il faut vacciner, mais c'est pas facile. Et puis là encore, hein, pour les indigènes, il y a la question de leur formation, c'est-à-dire que il y a des médecins qui s'intéressent à la médecine arabe, hein, mais c'est mignon, c'est folklorique, c'est pas de la science. Hein. En gros, la médecine arabe, elle s'est arrêtée vers 1302, et depuis, c'est de la superstition, c'est des gris-gris, c'est des amulettes, donc c'est très sympathique pour faire un traité d'ethnographie, mais en pratique, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment c'est pas une science, c'est des pratiques ascientifiques, hein, ils le disent les médecins français. C'est pas mon opinion, je tiens à préciser. Je n'ai pas d'avis sur cette question. Donc, alors, cela dit quand même, comme certains militaires ont été prisonniers dans les camps arabes, ils voient aussi le travail des chirurgiens d'Abdelkader, et donc ils voient qu'il y a quand même des trucs qui marchent. Mais pour tout ce qui est connaissance du corps, médecine, médication interne, bon, les médecins français ont quand même un certain sentiment de supériorité. Alors, qui est plus ou moins justifié, parce que jusqu'en 1880, finalement, la médecine dite scientifique n'est pas particulièrement efficace. Cela dit, il y a quand même, pour tout ce qui concerne l'anatomie, la connaissance des lésions, des symptômes, etc., là, oui, il y a une vraie problème de la médecine. Après, dans l'efficacité des soins, c'est autre chose. Cela dit, la quinine, ça marche, hein, les Arabes en sont bien conscients, donc ils peuvent l'utiliser. Donc c'est la vaccination véritablement qui pose problème. Mais donc les Français ont quand même, à plusieurs reprises, l'idée qu'il faudrait former en fait les Arabes à la médecine française. Et donc assez tôt, l'école de médecine d'Alger ouvre en 1857, mais en fait dès 1832, vous avez des premiers cours. D'abord pour les aides, pour les médecins militaires, mais aussi on essaye de faire entrer des jeunes gens, de plus en plus en 1857, et puis avec des programmes, on va dire, de discrimination positive, hein, on ne demande pas forcément le bac. Ce sont en général des gens qui sont passés par les écoles arabes françaises, donc normalement l'éducation est bilingue. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, mais enfin ils ont quand même existé. Et donc c'est des gens qui finalement parlent et écrivent le français et le lisent. Mais ça marche pas très bien, même s'il y a des bourses. C'est franco-musulman. Et donc c'est donc, une médecine européenne qui s'est installée en Algérie, une médecine, disons, pour les ruraux, qui est une médecine alors donc de colonisation.
Et alors, que faire des médecins traditionnels? Parce qu'en fait, c'est eux qui sont plus sur le terrain, c'est eux qui soignent la population algérienne, en fait. Et bien, en fait, ce qu'on voit, c'est une très large tolérance. C'est-à-dire qu'il y a des lois sur l'exercice de la médecine en France, la loi de 1803, qui règle les professions médicales, médecins, officiers de santé, sages-femmes de première et deuxième classe, pharmaciens de première et deuxième classe et herboristes. Et ça, par décret en 1851, cette loi est appliquée. C'est-à-dire que si vous êtes européen, vous devez vous entrez là-dedans. Et donc, si vous êtes un médecin étranger, vous devez aussi être autorisé à exercer. Pour tout ce qui est médecine traditionnelle, alors vous avez une deuxième loi d'exercice de la médecine de 1892, où l'officiat de santé est supprimé, etc. Alors, il y a un peu plus de volonté de mettre en avant le fait que cette fois-ci, on va faire un petit peu plus attention aux médecins traditionnels, mais en fait, il y a une extrême tolérance. Une extrême tolérance à partir du moment où, finalement, les médecins arabes ne s'attaquent pas à la clientèle européenne, il n'y a aucun problème. Alors, si on reste entre coreligionnaires, on va rester entre coreligionnaires. Donc il n'y a pas de volonté de supprimer la médecine traditionnelle, les médecins traditionnels, les matrones traditionnelles. Bah oui, on aimerait bien les former, les rendre, améliorer leurs pratiques, mais il ne va pas y avoir des politiques particulières pour faire en sorte qu'ils n'exercent plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la commune n'a absolument pas les moyens. On n'a pas les moyens d'aller dans le moindre bled pour mettre à la place de la matrone une sage-femme ou mettre à la place du hakim ou du toubib un toubib. Donc, il y a une très grande tolérance. D'abord parce qu'il y a des médecins pour soigner les Européens. Si les Arabes veulent venir chez les médecins européens, il n'y a pas de problème. Si les Européens veulent venir chez le médecin arabe, là, il peut y avoir, disons, davantage de surveillance. En revanche, il y a très très peu finalement de procès pour exercice illégal de la médecine qu'on intenterait aux tradipraticiens. Il en existe, dans les villes, il y en a. On sait qu'ils ont une clientèle européenne, et donc parfois il y a des procès, mais en fait par rapport au nombre qui a exercé, c'est très très rare. Donc vraiment, l'énergie des autorités ne passe pas du tout là-dedans. Ce qui fait que, en fait, quand je parle des médecines, finalement, en Algérie, vous pouvez avoir accès à 3 médecines. Vous avez la médecine traditionnelle, vous avez la médecine européenne dans les villes, et puis vous avez cette espèce de médecine, qui n'est pas une sous-médecine, mais de médecine de campagne, mais d'une médecine de campagne qui, quand même, c'est pas la médecine de campagne, d'Auvergne, où c'est déjà pas marrant, pas facile, c'est sur un territoire complètement différent, et donc il faut s'adapter. Et donc c'est cette troisième médecine qui est vraiment une médecine de colonisation qui va faire l'objet justement à partir de Jules Cambon de cette politique des États. Donc c'est l'assistance médicale indigène qui se met en place en fait au début du XXe siècle, c'est un petit peu, où je donne un exemple de la prose de Cambon. Les Arabes, pour justifier les hôpitaux indigènes, les Arabes n'aiment pas dans nos hôpitaux notre administration, c'est-à-dire les règles uniformes qui font qu'un malade, lorsqu'il est à l'hôpital, doit, quelles que soient les prescriptions de sa religion, ses mœurs et ses goûts, manger les aliments que prépare la cuisine unique de l'hôpital, subir une sorte d'encadrement administratif qui nous paraît tout simple à nous, mais auquel l'indigène est absolument pas. Et donc, l'expérience des hôpitaux indigènes, c'est trop cher, il y en a, ils continuent de fonctionner, mais on ne va pas en faire davantage. Et en fait, ce qui va émerger, c'est davantage d'installer des petites structures, mais davantage, sur tout le territoire, les infirmeries indigènes. Alors, vous avez une infinité de styles architecturaux, donc de la sous-préfecture jusqu'à la maison de Colomb, mais vous en avez d'autres, c'est néo-mauresque, enfin bon, c'est intéressant. Et donc, les infirmeries indigènes commencent à être financées au début du XXe siècle, et justement, pour les faire fonctionner, il faut du monde. Et les médecins de colonisation ne suffisent pas.
C'est pour ça qu'on va donc mettre en place les auxiliaires médicaux arabes. Donc, qui sont finalement, leur statut, il est clair. C'est un métier, voilà, vous avez une formation qui est sanctionnée par un diplôme, et c'est là qu'on voit que l'Algérie va être une formidable terre d'invention de métiers de la santé, en fait. Subalterne, certes, mais réelle. Et donc, en fait, voilà, il faut des auxiliaires pour le médecin de colonisation qui ne peut pas tout faire, qui n'a pas le temps de tout faire, qui ne peut pas donc rester à l'infirmerie indigène. Donc, ça va être le rôle de l'auxiliaire. L'auxiliaire qui a une formation entre l'officier de santé et l'infirmier. Voilà, donc c'est pas clair. D'abord 2 ans, ensuite 3 ans de formation. Et donc, à partir de là, vous avez une densification, on va dire, de la présence médicale qui s'étend donc dans l'entre-deux-guerres, une assistance médicale qui s'étend dans l'entre-deux-guerres. Alors, assistance médicale indienne qui existe partout. Elle existe à Madagascar, ensuite en AOF, etc., en Chine. La question qui se pose en Algérie, à partir de l'entre-deux-guerres, elle est, cela dit, différente de celle qui peut se poser en Afrique subsaharienne, ou en Indochine. En Afrique subsaharienne, la problématique démographique, c'est il n'y a pas assez de monde, en fait, il n'y a pas de bras. Donc, en fait, il faut faire du noir, pour reprendre l'expression du gouverneur général de l'AOF, Jules Card. Donc, faire du noir, en quantité d'abord, et ensuite en qualité. Donc, il faut qu'il y ait davantage de monde pour travailler sur les chantiers, parce qu'on manque de main-d'œuvre. En Algérie, c'est pas la même chose, parce que finalement, ce qu'on voit depuis la fin du 19e siècle, c'est une augmentation de la population. Et une augmentation toujours plus rapide. Et à partir de l'entre-deux-guerres, la question justement de la submersion des Européens par la population arabe commence à devenir une inquiétude. Sauf que là encore, il faut quand même avoir en tête que l'essentiel des Européens, c'est en ville, et l'essentiel des Algériens, c'est à la campagne. Donc, c'est pas non plus quelque chose pas non plus des contacts permanents. Cela dit, il y a quand même, et c'est ce que montre en fait Maurice Violette dans son livre L'Algérie vivra-t-elle, l'Algérie peut-elle vivre sans faire de réformes politiques par exemple, mais aussi de réformes de l'assistance. C'est-à-dire que ce livre est assez intéressant, hein. Il s'appuie sur les conseils de révision donc de l'armée. Il s'appuie sur des enquêtes qui de plus en plus se font justement sur la nutrition, sur l'alimentation, sur la question des rations alimentaires, hein, sur les calories en fait. Et ben en fait, ce qu'on voit, c'est que, alors oui, il y a plein d'Arabes, et de plus en plus, mais qui sont en mauvais état. Et que finalement, c'est que le paludisme fait perdre des millions d'heures de travail, que le paludisme fait perdre des milliers de soldats, en fait. Hein. Ils meurent pas, hein, mais ils sont pas opérationnels. Et en fait, le paludisme ne touche plus les Européens, ça c'était au 19e siècle, il touche en fait surtout les ruraux, dans certaines zones non aménagées. Donc le paludisme, et puis de plus en plus, ce qui est beaucoup mis en avant, c'est les problèmes alimentaires, le rachitisme. Alors attention, hein, c'est pas pour dire oh là là il faut faire quelque chose, c'est juste pour dire que les Arabes se nourrissent n'importe comment, ils mangent du couscous, c'est pas du tout la même, c'est pas du ça nourrit pas du tout. Alors, le régime alimentaire des nomades, lui, est bien meilleur parce qu'il y a du calcium. Bon, je caricature, mais c'est pas tellement que en fait c'est un peu ils ont pas de pain, manger de la brioche, hein, ils mangent du couscous, ils devraient manger autre chose. Mais quand même, ce qui est mis en avant, c'est le rachitisme, le côté quand même, pas en bon état en fait, des jeunes gens, des travailleurs. Alors, est-ce que c'est un vrai problème en Algérie ? Oui et non. Parce qu'en fait, des travailleurs, il y en a. Il y a des ouvriers agricoles qui viennent encore du sud de l'Italie, de l'Espagne, du Maroc. Donc, la question de la main-d'œuvre, elle se pose très différemment en fait. En AEF, par exemple, là, il y a vraiment des vides. Et en Algérie, vous trouverez de la main-d'œuvre. Cela dit, il y a eu la guerre. Il y a quand même une autre manière de percevoir les populations colonisées. Les Algériens qui eux-mêmes ont leur propre leader, hein, avec quand même une politique faite par les Algériens qui commencent à demander, à exiger, à négocier. Donc, dans le cadre des
médiation financière, mais pas que, dans des partis, dans la presse, dans les cercles réformistes musulmans. Donc, vous avez en fait, c'est pas juste le colonisateur, le colonisé, et il y a une vraie question d'offre, de demande, et de demande notamment médicale. Alors, et donc, dans cette perspective où à la fois il faut améliorer la santé des Algériens, parce que quand même on manque un peu de main-d'œuvre, mais aussi parce que on est dans la politique de la mise en valeur des colonies par Saro, où on est encore dans l'exploitation bien sûr des territoires coloniaux, mais où de plus en plus cette question de l'exploitation elle évolue vers la question du développement. Et le développement, donc ce serait que finalement le bénéfice ne doit pas être uniquement à la métropole, même si c'est encore forcément beaucoup le cas, mais que finalement ce développement doit aussi profiter aux populations locales qui doivent s'enrichir, qui doivent se profiter en fait de que la colonie en fait, alors c'est plus un discours de la fin des années 40, mais il commence à émerger dans les années 30, et pour ça en fait il faut un système sanitaire correct, il faut une densité sanitaire, il faut que les gens soient pris en charge efficacement, d'autant que la médecine progresse, il y a de plus en plus de vaccins, donc vous avez cette question. Donc améliorer le service rural, ça va vouloir dire mieux équiper les infirmeries indigènes, qui s'appellent d'ailleurs plus comme ça, mais hôpitaux auxiliaires, et c'est l'idée, et en fait une idée qui précède celle qui existe en France, c'est l'idée en fait d'un échelonnement, d'une hiérarchie des centres de soins entre le simple poste de secours jusqu'au CHU, donc qui n'appelle pas CHU, mais d'Alger, donc vraiment une sorte de véritable hiérarchie d'hôpitaux et par rapport au territoire. Et en fait, cette question de la hiérarchie, on la trouve en fait dans les années 50 en France, c'est assez tardif. Des programmes de lutte contre différentes maladies sont mis en place. C'est 1900 quoi là? On est en 1900 combien? On est dans l'entre-deux-guerres. Ok, 30. Et donc des problèmes de lutte contre différentes maladies, donc ciblées, le paludisme, le trachome, la syphilis, la tuberculose. La tuberculose qui commence à être de plus en plus importée de métropoles, où de plus en plus d'Algériens vont travailler, donc qui reviennent avec la tuberculose qui se développe en Algérie, où a priori elle n'était pas très présente au XIXe siècle. Donc des maladies qui ne sont pas mortelles, vous voyez, bon, par la tuberculose, mais le paludisme, le trachome, la syphilis, le paludisme est plus mortel. Mais des maladies invalidantes, des maladies qui vont peser en fait sur la force de reproduction. Donc des problèmes de lutte, je ne vais pas insister plus. La peste aussi, non? Non. En fait, la peste, oui, c'est toujours une sorte de pensée de la Méditerranée. Attention, il y a la peste. Alors oui, il y a quelques exemples, et de fait, les premières quarantaines sont faites contre la peste au XIXe siècle, mais elle vient parfois, mais il y a des sérums, il y a des... donc c'est plus la... Le choléra était plus mais disons, c'est pas tellement la peste. C'est plus l'imaginaire de la peste qui va faire peur que la peste elle-même. Je rebondis sur sa remarque qui m'a interpellée parce que mon grand-père qui était auxiliaire, donc le terme que vous utilisez, qui n'existe pas à l'époque, était dans une région d'Algérie et c'était le premier cas, il avait découvert le premier cas de la peste justement, ça devait être dans les années, il est né en 1900 présumé, donc il devait avoir, c'était en 1920 ou 1925, et il avait eu cette médaille parce qu'il avait découvert le premier cas de peste. Oui, parce que, non mais alors, il y a la troisième pandémie de peste, ce qui arrive effectivement en Afrique, plus au Sénégal d'ailleurs qu'en Algérie, mais il y a effectivement quelques cas. Sauf que dans l'entre-deux-guerres, il n'y a pas encore de vaccin efficace, mais il y a des sérums et en fait, on n'est plus dans ces... Et puis il y a la dératisation. On sait comment ça marche en fait. Alors c'est inéradicable la peste, mais néanmoins on peut la soigner. Elle peut être contrôlée. C'est moins un truc qui effraie. Limite le typhus fait beaucoup plus de morts en fait que la peste, qui peut faire des ravages en Asie, mais même au Sénégal où elle a été relativement importante, c'est par centaines mais pas par milliers. Donc voilà. Donc, vous avez comme ça des auxiliaires qui de plus en plus notent les vaccinations antivirologiques, BCG, et puis vous avez là les véritables débuts d'une assistance médicale pour les femmes. C'est un programme particulier, donc l'assistance aux mères et aux nourrissons, où on voit donc là une autre invention de métier,
c'est l'infirmière visiteuse coloniale. Des Européennes, formées à Alger, essentiellement des Algériennes au sens 1900 du terme, des colonnes, créoles. Et en fait, ces infirmières visiteuses coloniales, vous voyez, infirmières visiteuses à l'époque, c'est des infirmières qui visitent les tuberculeux. C'est vraiment un métier qui a été fait contre la tuberculose après la Première Guerre mondiale. Là, en fait, l'infirmière visiteuse, la tuberculose, c'est vraiment pas son cœur de cible. En revanche, c'est l'idée, en fait, d'en faire des auxiliaires féminines du médecin de colonisation. Et que donc, elles aillent voir les femmes, elles préviennent en cas de grossesse difficile, qu'elles vaccinent, qu'elles fassent donc un certain nombre de gestes que font les auxiliaires médicaux, mais pour les femmes. Et vous avez donc dans le sillage l'invention d'un autre métier qui est l'infirmière visiteuse d'hygiène sociale en 1934, le colonial c'est 26, et qui en fait sont les infirmières visiteuses indigènes. Donc des jeunes filles musulmanes qu'on va former, on va essayer de former justement pour qu'elles aillent où les infirmières visiteuses coloniales ne vont pas. Voilà. Et donc, alors attention, hein, on a 5 avant 1940. On a le grand succès. Alors attention, hein, c'est aussi parce que il y a là encore, assez peu de filles à l'école, et aussi parce qu'on sent aussi que les parents ne veulent pas. C'est quand même, il y a aussi ça. Bon, pas non plus, il n'y a pas eu non plus une volonté farouche de la part de la colonie, mais néanmoins, il y a quand même des choses qui sont. Et l'assistance médicale indigène, en fait, aux mères et aux nourrissons, elle essaye en fait d'attirer les femmes justement à une consultation prénatale notamment, et ensuite postnatale, par des cadeaux, des dons. Donc, vous venez, on vous donne de la layette, du lait en poudre, et puis, donc comme ça, l'idée, c'est d'avoir un suivi. Mais ça veut dire, il faut enregistrer les gosses, la femme, c'est pas toujours facile. Et puis, en fait, il y en a plein qui disent, mais c'est sympa du lait en poudre, mais avec quel eau. Donc, mais bon, c'est quelque chose qui progressivement, vous voyez pas, mais c'est, disons, les caïds, des douars, en fait, de plus en plus vont enregistrer, vont faire en sorte que les femmes arrivent au rendez-vous, qu'elles soient sur les lieux de tournée. Parce que par ailleurs, de plus en plus, le médecin de colonisation, bien sûr, il va soigner des Européens, mais des Européens, il y en a de moins en moins dans les campagnes. Donc qui va-t-il soigner? De plus en plus des Arabes. Et de plus en plus, on enjoint véritablement aux médecins de colonisation de faire des tournées dans les douars, ou alors de fixer des rendez-vous. Alors, par ailleurs, dans l'entre-deux-guerres, il y a de plus en plus de routes, il y a des voitures aussi, on ne peut pas aller partout. Et donc, vous avez comme ça l'idée que, en fait, c'est bon, les Européens, ils ont normalement ce qu'il faut, et donc il faut que le médecin de colonisation aille ailleurs, aille finalement visiter les populations. Et vous avez aussi de plus en plus la manière, ça se voit très clairement dans les archives, la manière dont les caïds répondent, en fait, et que vous avez finalement un système où les caïds signale quand il y a des épidémies, quand il y a des problèmes, il y aurait des billets, un coursier, les cavaliers des communes mixtes, qui sont là pour ça en fait, pour envoyer au cœur de la commune des avis, voilà, il y a un gars, il a de la fièvre, des boutons. Voilà. Donc, on va voir ce que c'est, est-ce que c'est la variole, parce que c'est quand même toujours le risque, et donc on voit qu'il y a quand même une administration arabe, indigène, qui, avec le médecin de colonisation, finalement, a une couverture un peu plus importante. Alors, quand je dis un peu plus importante, on va quand même rester sur les chiffres, voilà. Donc, en 1931, 107 médecins de colonisation, donc pour un territoire quand même relativement vaste, 104 auxiliaires médicaux et 60 infirmières visiteuses. Donc, autant vous dire que le médecin traditionnel avait très bien. Il n'y a aucun problème pour trouver une clientèle parce que finalement, l'essentiel de la population algérienne, elle reste soignée par lui. Alors, on va dire qu'elle a de plus en plus le choix. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que de plus en plus, vous voyez une population musulmane qui fait appel aux médecins. Et l'auxiliaire médical, c'est un musulman?
Ah, ça peut pas être un Français. C'est ça, oui, d'accord. Forcément un indigène. D'accord. Bah, mon grand-père, qui était auxiliaire Mais il peut être militaire, français. c'était le médecin de la ville. Hein. Oui, mais disons, voilà. c'est le problème, justement, les médecins. Comment? De quelle ville? Je me rappelle. Mila. C'était à une ville. Ah, mais c'est le problème avec voilà, Anne les Mila. médecins peuvent faire essaient de faire en sorte que, justement, que leur auxiliaire. Ah, ouais. Le terme d'auxiliaire, en fait, il est aussi utilisé parce que les gens appellent l'auxiliaire le médecin. Le C'est médecin, ça, c'est exactement ça. Et en fait, pour les médecins, non, il n'est pas médecin. Donc, en fait, il leur marche sur les pieds et donc. Oui, mais pour les populations, c'était un. Ah oui, non, mais ça. C'est indispensable. Non, mais bien sûr. Non, mais et donc, justement, mais. Alors, si on compte comme médecin, il n'en reste quand même que Oui. 200. Bien sûr, absolument. C'est pas lourd. Voilà. Alors, et de fait, bon, Anna-Louise Clark qui a fait sa thèse sur ces auxiliaires, elle montre que c'est quand même une importance quand même très grande sur, notamment en termes de vaccination, là, pour le coup, dans l'entre-deux-guerres. Alors, à un moment où, de toute façon, avec les progrès de la vaccination, la variole devient moins un danger, et où on produit du vaccin à l'Institut Pasteur, c'est moins un problème à trouver. Donc la variole arrête d'être un problème en fait, dans l'entre-deux-guerres. Alors, je parlais d'une demande de santé en hausse. Et donc ça se voit, vous avez de plus en plus des Algériens qui vont de plus en plus à l'école et qui écrivent et qui écrivent notamment pour se plaindre du fait qu'ils n'ont plus de médecins, c'est pendant la guerre de 14. Leur médecin est parti au front, ils n'ont plus personne, il y a la fièvre, donc trouvez-moi un médecin. Ou alors qu'ils se plaignent de leur médecin de colonisation qui les traite comme des chiens. Donc, et là, vous voyez dans cet extrait, Eugène Triquera soigne et touche les indigènes malades qu'à l'aide d'un bâton, il fait des piqûres à des indigènes malheureux en se servant de la même seringue et de la même aiguille. Donc, oui, mais vous voyez aussi que cette plainte, alors le docteur Massonnet, en fait, il instruit parce qu'il y a des plaintes, donc il y a des procès. Quand même, il y a des procès vis-à-vis des médecins de colonisation et il y en a des paquets. C'est-à-dire que, alors il y a plein de jalousie, c'est souvent les Français qui font un procès à leurs médecins. Mais vous commencez à voir apparaître dans les années 20-30 des plaintes de la part, justement, des Arabes qui, alors, soit écrivent des pétitions en arabe, qui sont traduites soit directement en français. Et vous voyez aussi que, voilà, on sait très bien que la piqûre, elle est censée être nettoyée. Vous voyez aussi qu'il y a autre chose qui passe qu'on n'est plus au moment où les femmes se lacéraient les joues pour pas que leurs enfants soient vaccinés. Donc, bien sûr, le médecin va dire qu'il a une autre technique de désinfection. De désinfection, enfin. Et donc des demandes, sachant que quand les populations rurales algériennes viennent voir le médecin, ça va d'abord être pour les accouchements difficiles. Donc là, c'est par là, en fait, par les accouchements que. Et là, le médecin de colonisation, en fait, voit des femmes, fait des accouchements, et en fait de plus en plus. Et donc là, vous avez quelques extraits justement de la littérature, des papiers administratifs en bilingue. Donc vous voyez aussi l'écriture des caïds, qui ne sont pas forcément écrits en français, mais qui évidemment touchent assez bien en calligraphie arabe. Donc des caïds qui préviennent, qui écrivent, qui demandent. Voilà. Donc on voit là, c'est comme ça aussi qu'on peut percevoir la demande accrue en fait de santé de la part des populations et qui de plus en plus en fait demande qu'on vienne les soigner. Et donc on vient les soigner et en fait progressivement vous avez quand même cette prise de conscience sur le fait que le discours colonial c'est toujours on dépense toujours trop. Bon, à partir des années 40, de plus en plus il y a l'idée que il faut davantage mettre d'argent. Alors, les médecins de colonisation, bien sûr, commencent à ne plus s'appeler médecins de colonisation, mais médecins de la santé publique. Et vous voyez, fin 45, les besoins extrêmement importants. Les besoins sont évalués à 630 salles de consultation et 160 centres de santé pour le fonctionnement normal de l'assistance médicale gratuite, qui s'appelle plus assistance médicale indigène. 100 salles de consultation existent déjà, il en reste donc 530 à créer. Voilà. Donc, vous voyez là, le gouvernement général, en 1945, qui prend conscience, en fait, malgré tout ce qui a pu être fait, de l'extrême dénuement qui touche, en fait, cette colonie, alors, qui, je vous rappelle, n'est plus peuplée d'indigènes, mais qui est désormais peuplée de Français musulmans, qui sont citoyens,
Et finalement, vous avez des centres qui sont censés ouvrir, donc avec l'assistance médicale gratuite. La sécurité sociale commence à arriver en Algérie. Alors, comme elle ne concerne que les salariés, l'essentiel des musulmans sont hors jeu. Mais néanmoins, vous avez quand même comme ça la médecine qui va quand même davantage arriver dans les villes. Et ce, avec un personnel médical en hausse, mais toujours insuffisant. Bon, au départ, c'est pas très intéressant. C'est des... voilà, le nombre de médecins qui progresse entre 1913 et 1948, qui progresse énormément, et on voit en fait que souvent le gros de cette présence c'est dans les chefs-lieux, Alger, Constantine, Oran, ou ensuite dans les grandes villes, et que finalement pour les campagnes il n'y a pas grand-chose. Vous avez également des médecins musulmans, docteurs en médecine, ça ne veut rien dire docteur musulman, enfin, mais disons qui étaient docteurs algériens, docteurs en médecine, bon, qui sont également plus nombreux, mais qui restent quand même peu nombreux, et qui par ailleurs, pas plus que les autres, ne veulent aller dans le bled. Hein. Alors là, le médecin musulman, il a son cabinet en ville, il réussit très bien, et il n'est pas question, il y a 2 médecins musulmans qui sont médecins de colonisation, il y a 2 femmes aussi. Mais sinon, c'est pas question. Et finalement, comment se fait la densification du médical? En fait, par l'indigénisation progressive des métiers paramédicaux. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est la France, donc il y a les diplômes d'État. Les diplômes d'État, après la guerre, c'est avec le bac. Le bac reste encore très peu, il y a très peu d'Algériens qui ont le bac. Donc les diplômes d'État restent élitistes. C'est pourquoi, finalement, vous avez des diplômes algériens, de l'assistance publique algérienne qui se créent pour, justement, former un personnel qui est employé dans les hôpitaux civils, hein, qui sont de plus en plus nombreux, par ailleurs, et donc qui sont infirmiers. Et puis, vous avez également, pour les filles, donc, je dis qu'elles étaient 5, en 1940, ces infirmières visiteuses indigènes, on les appelle plus comme ça, hein, infirmières visiteuses d'hygiène sociale, mais on comprend qu'elles sont musulmanes, elles vont être formées au dispensaire de la Croix-Rouge de l'Alger et à l'école d'infirmières musulmanes à Sétif, qui est ouverte par Abdelkader Smati, qui est un médecin musulman, enfin bon, il a épousé une Virginie de machin, dont le père est colonel, hein, et qui est donc qui est un ophtalmologiste tout à fait reconnu, voilà, et qui en fait s'occupe de cette école d'infirmières musulmanes, qui va donc donner en quelques années d'existence une centaine de jeunes filles, mais qui vont pas plus dans les campagnes. Alors que faire? Et bien ce qu'on voit en fait dans cette formation, dans cet développement des métiers paramédicaux qui en fait vont être l'essentiel disons des acteurs de la santé publique en Algérie, c'est les paramédicales qui vont être formés à la fois pendant la guerre dans le sillage du plan Lacoste et du plan Constantine, et aussi au maquis, en fait, par les médecins des wilayas. Donc là, vous voyez, hein, pour les sections administratives spécialisées, il faut du personnel féminin. Ça va être les équipes médico-sociales, les adjointes sanitaires rurales, les attachées féminines des SS. Alors, c'est pas que des musulmanes, mais disons, vous avez une très forte proportion de musulmanes. Et vous voyez aussi comment, de plus en plus, on essaie d'ouvrir les carrières. Les hommes entrent aussi, bien sûr, mais les carrières justement paramédicales pour les hommes et pour les femmes. Et vous voyez, par exemple, hein, la publicité, là, c'est dans Femmes Nouvelles, le numéro 2 en 1958. Ça, c'est un métier, femme d'Algérie, 18-35 ans, vous avez le niveau de la 4e. Donc, vous voyez, hein, en compte les réalités locales. En suivant 3 années de cours, vous pourrez devenir infirmière visiteuse algérienne, donc on ne dit plus indigène. Vous aurez en Algérie le même traitement, les mêmes débouchés, les mêmes responsabilités que les infirmières diplômées d'État en métropole. C'est faux, c'est grave. Et donc c'est 58 évidemment, c'est pas ce que ça aurait donné. Mais ce qu'on voit pendant la guerre, c'est vraiment, alors qu'il y avait un certain malthusianisme pour tout ce qui était ouverture d'écoles professionnelles, d'écoles d'infirmières, ce qu'on voit, c'est une ouverture, il faut former des infirmières, il faut former des infirmières. Et puis après la guerre,
connaissez mieux que moi, à la fois la coopération et l'Algérie, mais également le papier, mais d'abord sur la formation des paramédicaux, avant que finalement il y ait une totale algérianisation du corps médical à partir des années 90. C'est un corps médical qui est très féminin, très féminisé, très féminin. Alors, ce qui est assez intéressant, ce que j'ai lu, c'est que au début du XXIe siècle, le corps médical est plus féminisé que les paramédicaux. Donc, finalement, il y a plus d'hommes parmi les paramédicaux que de femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Merci. On peut applaudir. Attends. Non. Par rapport à cette période, il y a aussi le fait qu'il y a aussi beaucoup d'Algériens et Algériennes dans les années 50 qui ont eu leur bac et qui sont partis en France faire leurs études de médecine. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça. Il y a cette catégorie-là. Oui, mais quand ils sont rentrés. Ils sont rentrés, mais après 62, règle oui, générale. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux besoins, et aussi par rapport aux besoins campagne. Parce que ça reste toujours la même chose. Les gens qui ont fait leurs études à Paris, ils ne vont pas s'installer au bled. Ça ne change pas de problème. Ce que je veux dire, c'est quand même une catégorie d'Algériens qui sont les... Non, bien sûr, non, mais sauf que quand on voit les statistiques, l'algérianisation, elle est, en fait, elle est assez rapide à partir des années 70, mais disons, dans les années 60, ça reste quand même beaucoup de coopérants. Et en fait, les médecins algériens, en fait, on part quand même de très très bas. Hein. On les compte. Ah ben ça, c'est pas difficile. Enfin, si, en fait, c'est difficile à compter. Parce que on peut les compter. Non, on peut les compter. Non, on fait ça au nom, alors c'est un peu au doigt mouillé, mais enfin, a priori. La marge d'erreur est quand même pas, à mon avis, pas... Oui, avec le prénom et le nom, oui, voilà, on va loin. A priori, Mohamed Fekir, il va pas être protestant. Mais peut-être. Mais c'est quand même poisson vol, c'est pas l'essentiel de l'espèce. Donc, on peut les compter dans les listes, en fait, de docteurs des facultés. Mais la faculté d'Alger, c'est pas difficile à compter. Mais c'est les autres facultés. Parce que il y a plus seulement Montpellier et Paris, il y a Toulouse davantage. Donc, voilà, il faut les retrouver. Et ben là, le comptage, il devient fastidieux. Donc oui, des Algériens formés en Algérie, on peut les retrouver, et bon, il n'y en a pas comme ça. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont formés en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Mais alors d'abord, ils ne rentrent pas tous. Hein. Et ils s'installent pas dans les campagnes. Ouais, mais bon, voilà.